Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici pour les terminales en spécialité physique chimie. Donc, on va continuer dans le thème numéro 2, mouvement et interaction. Et donc ici, on va s'intéresser à l'étude du mouvement d'un système, non pas dans le champ planetaire uniforme, mais cette fois-ci dans le champ électrique uniforme. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie de ce cours que je vais vous faire là. Pareil, donc champ électrique uniforme, champ planetaire uniforme, normalement c'est un chapitre, mais comme il est tellement lourd ce chapitre, enfin il y a beaucoup de notions mathématiques, je préfère prendre le temps de bien expliquer ça parce que en fait si c'est bien expliqué, vous captez tout de suite, et après vous pouvez dérouler facilement les exercices. Si c'est un peu mal expliqué, vous allez avoir un peu de mal. Ok. Alors tout d'abord, dans un premier temps, on va rappeler ce que c'est qu'un champ planetaire uniforme. Ok. Si vous voulez plus de détails, vous pourrez également revoir la vidéo précédente où c'est encore un peu plus expliqué. Et après, dans un second temps, on va faire l'étude du mouvement au sein d'un champ planetaire uniforme. Dans un troisième temps, donc, on va voir rapidement les aspects énergétiques, puis une application avec l'accélérateur ou ralentisseur de particules. Bon, on y va. C'est parti, on clique. Alors tout d'abord, donc un champ planetaire, un champ uniforme, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est un champ pour lequel tout simplement la direction, le sens, mais également la norme, vont être identiques. Ok. Voilà. Donc vous avez un espace, vous avez un ensemble de vecteurs, et à partir du moment où les vecteurs qui représentent le champ, ils sont domaines dans même direction, même sens, donc ils sont égaux tout simplement, et dans ce cas-là, automatiquement, j'ai un champ qui est uniforme. Voilà. Une fois que ça s'est posé, on peut maintenant partir à l'étude du mouvement d'un système au sein d'un champ électrique uniforme. Alors, ici, on va s'intéresser à l'étude d'une particule qui, tout simplement, va partir donc d'un point, donc qui est l'origine ici, à une certaine vitesse V0, suivant un angle alpha avec l'horizontale. Ok, bravo. Et donc, elle va partir ici d'une des plaques du condensateur. Et donc, un condensateur, pour ceux qui veulent savoir, ça ressemble à ça, en fait. C'est tout simplement deux armatures, donc métalliques, séparées par une couche qu'on appelle un diélectrique. Ok. Donc ça, on verra ça à la fin de non, je vais voir ça en fin d'année, mais j'espère que si j'ai le temps, on verra ça peut-être en février-mars. Ok. Donc, comment ça fonctionne un condensateur. Là, vous aurez encore un peu plus de détails là-dessus. Bon, pour revenir donc à la physique, pour revenir à l'étude juste du mouvement, dans un premier temps, on va s'intéresser à l'accélération. Ok. Et donc, pour rappel, d'après la seconde loi de Newton, vous savez que la somme des forces appliquées au système, donc c'est tout simplement égal à la masse fois l'accélération, d'après la seconde loi de Newton. Or, on est dans le champ électrique uniforme, donc la seule force qui va s'appliquer, c'est la force tout simplement électrique. Ok, vous. Donc notez FE. Ainsi, donc, on a la somme des forces extérieures qui est égale à la force électrique, et donc on a masse fois accélération qui est égale à la force électrique, c'est-à-dire Q fois E. Ok, bravo. Donc du coup, si j'isole l'accélération, j'ai accélération qui est égale à Q fois E divisé par M. Ok, donc divisé par la masse de notre système, qui est ici tout simplement notre particule. Ainsi, donc, on va projeter cela sur un axe vertical, ok, un axe Y vertical. Et donc, là, en fait, pour l'accélération, il va y avoir deux cas. Premier cas, si la charge est positive, dans ce cas-là, tout simplement, l'accélération et E seront de même sens. Et deuxième cas, si l'accélération est négative, l'accélération et tout simplement E seront de sens contraire, ok. Donc en fait, de toute manière, c'est juste la valeur de Q qui va permettre, d'établir le signe de l'accélération. Donc là, pour le coup, on va pouvoir écrire la chose suivante. Dans tous les cas, que ce soit dans le sens que l'accélération et E soient de même sens ou de sens contraire, elles seront de toute manière de même direction. Ils seront collinéaires, ils seront verticaux. Ok. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accélération selon l'axe X est nulle. L'accélération selon l'axe Y, du coup, elle vaut Q fois E divisé par M. Et l'accélération selon l'axe OZ, elle vaut 0. Ok. Maintenant, si je veux tout simplement obtenir la vitesse, vous savez que l'accélération par définition, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, tout simplement, la vitesse, dans ce cas, est une primitive de l'accélération. Ok. Donc, on va primitiver les coordonnées de l'accélération pour obtenir celle de la vitesse. Ainsi, donc, on va obtenir la chose suivante. On va obtenir que, tout simplement, Vx, c'est égal à une constante 1. Vy, c'est donc Q fois E fois divisé par M fois T plus une constante 2. Et donc, tout simplement, Vz, c'est une constante numéro 3. Ok. Alors, pareil, là, je vais pas tout réexpliquer au niveau des primitives. Là, vous pourrez revoir la précédente vidéo ainsi que celle de mathématiques pour comprendre vraiment
comment que ça marche chez Primitif, ok? Donc, comment on peut primitiver facilement les fonctions. De toute manière, on refera des vidéos d'exercices après dans la suite. Mais voilà, si vous voulez avoir une première approche de ce que c'est exactement, vous pourrez aller voir la précédente vidéo ainsi que les vidéos maths, ok? Que j'ai faites à ce sujet. Pour obtenir les constantes, et tout simplement, on va se placer à l'instant initial, à t égale 0. À t égale 0, j'ai dit que tout simplement, mon système, on le lançait depuis l'origine, à une certaine vitesse v0, avec un angle alpha suivant l'horizontale. Donc là, les amis, on va faire un petit peu de trigonométrie. Donc, si je veux la vitesse Vx, il faut tout simplement que j'exprime mon angle alpha. Donc, mon angle alpha, j'ai exprimé ici à l'aide d'un cosinus, puisque je connais le côté adjacent, et je connais l'hypoténuse qui est V0. Ok? Ainsi, cosinus alpha, c'est Vx sur V0. Donc, si je veux Vx, je dis que c'est V0 cosinus alpha. Ok? Pour la vitesse, donc tout simplement, à l'horizontale, Vy, là, c'est le même principe, ok? Donc là, je reprends exactement le même chemin que dans la précédente vidéo, c'est le même principe. L'angle alpha qui est en bas, il est en haut, ok? Et donc là, j'ai le côté opposé et j'ai le côté l'hypoténuse. Donc, ce qui veut dire que si je veux la vitesse, non plus horizontale, mais verticale, Vy, je peux dire que sinus alpha, c'est égal Vy sur Vx, ok? Donc, Vy, c'est égal à V0 sinus alpha, ok? Ainsi, du coup, et après, donc, pour la vitesse sur l'axe OZ, du coup, là, on n'a pas de vitesse, ok? Donc, conclusion, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ma vitesse, concrètement, mes constantes, C4 et C5, elles valent la chose suivante, respectivement. C4, c'est V0 cosinus alpha, et C5, c'est V0 sinus alpha. Ainsi, donc, si je rajoute dans les équations que j'ai établies tout à l'heure, dans ce cas-là, j'aurai donc Vx qui est égal à V0 cosinus alpha, ok, et donc, pour Vy, j'aurai donc Q fois E divisé par M fois T plus V0 sinus alpha, ok? Et pour la vitesse, donc, à l'axe OZ, dans ce cas-là, elle est nulle, ok? Alors, maintenant, donc, vous savez que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, du coup, si je veux la position, je vais faire l'opération inverse de la dérivée, c'est-à-dire intégrer ou bien primitiver. Pour y arriver, tout simplement, comment qu'on va faire? On va dire que la position x de notre système, ça sera V0 cosinus alpha t, plus une constante numéro 4. Ensuite, pour la position y dans le système, ça sera q fois e divisé par m, divisé par 2m même, fois t au carré, plus V0 sinus alpha t plus une constante numéro 5. Numéro 5. Et après, donc, la position z dans le système, on dirait que c'est égal à une constante 6. Ok? Là, notre système, donc, il part de l'origine pour avoir la valeur des constantes. Pareil, je vais regarder les conditions initiales. Je sais que là, mon système, il va partir de l'origine du repère. Ok? Donc, du coup, comme il part de l'origine du repère, les coordonnées à chaque fois, c'est 0, 0, 0. Donc, constante 4, constante 5, constante 6, elles sont toutes la même valeur, elles valent 0, elles sont nulles. Ok? Conclusion, la position x de mon système, c'est V0 cosinus alpha t. La position y de mon système, c'est 1 demi ou bien tout simplement q fois e divisé par 2 fois m, t au carré, plus tout simplement V0 cosinus alpha t. Et la position z de mon système, elle vaut 0. Ok? Alors, ensuite, l'étape qui va suivre, ça t'est arrivé à déterminer l'équation comme ça de la trajectoire, ok? Comme ça, ça va permettre de mettre en lien les coordonnées spatiales, x et y, ok? De savoir, à partir de quelle distance que je parcours en abscisse, mon objet va retomber au sol. Pour établir l'équation horaire, on va partir donc de l'équation la plus simple, ok? Donc, de l'équation de la position la plus simple, hein? Donc, on va partir de x, ok? Que j'ai trouvé. Et donc, tout simplement, je vais isoler t. Alors, j'ai dit que x, c'est V0 cosinus alpha t, donc t, si je veux t, je dis que c'est x divisé par V0 cosinus alpha, ok? Une fois que j'ai trouvé cette valeur-là, c'est le même principe que dans la dernière vidéo. La variable t, je peux la laisser t, je vais la remplacer par x divisé par V0 sinus cosinus alpha, ok? Ainsi donc, j'avais tout simplement y est égal à donc, on avait dit q fois e divisé par 2m fois t carré plus v0 sinus alpha t. Donc, du coup, je vais obtenir la chose suivante. J'aurai donc q fois e divisé par 2 fois m fois donc le temps au carré. Donc, fois x divisé par v0 cosinus alpha, le tout au carré, plus la chose suivante. Donc, plus v0 sinus alpha t, donc plus v0 sinus alpha fois x divisé par V0 cosinus alpha, ok? Là, pareil, on va simplifier un petit peu quand même.
dans un premier temps, le carré qui encadre toute la fraction suivante, donc x divisé par v0 cosinus alpha, et ben je vais distribuer au numérateur et au dénominateur. Ainsi donc, en simplifiant un petit peu, on va donc obtenir q fois e divisé par 2m, divisé par 2m fois v0 cosinus alpha, fois x au carré, ok? Plus, donc là, les v0 ils vont simplifier sur le second membre, ok? Je multiplie par v0, je divise par v0, ça simplifie. Et ensuite, sinus sur cosinus, ça fait tangente. Donc, j'aurai tangente alpha fois, tout simplement, x, ok? Et donc, voici l'équation de notre trajectoire, ok? Qui est q fois e divisé par, tout simplement, 2 fois m fois v0 cosinus alpha, le tout au carré, fois x au carré, plus tangente alpha, fois x, ok? Donc ainsi, on a une trajectoire ici qui est parabolique, comme vous pouvez le voir ici, puisque aussi on a une fonction du second degré, la forme ax carré plus bx plus c, ok? C étant égal à 0 ici. Alors, on va s'intéresser maintenant à l'aspect énergétique un petit peu de ce phénomène-là, ok? Des mouvements au sein d'un champ pesanteur uniforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour un objet qui est situé dans un champ pesanteur uniforme, là dans le champ électrique uniforme, tout simplement l'énergie mécanique va se conserver. Donc l'énergie mécanique va se conserver, ce qui veut dire que toute l'énergie cinétique que le système va perdre, elle va être automatiquement convertie en énergie potentielle de pesanteur. Et ce, réciproquement. Si j'ai une énergie potentielle de pesanteur qui est perdue, automatiquement elle est reconvertie en énergie cinétique. Premièrement. Dans le second temps, qui dit donc tout simplement énergie mécanique qui se conserve, qui dit frottement négligeable. Et qui dit frottement négligeable, qui dit aussi, dans le second temps, on peut aussi appliquer le théorème d'énergie cinétique dans ce cas de figure. Et donc, le théorème d'énergie cinétique, il nous dit quoi? Il nous dit que la variation d'énergie cinétique d'un point A à un point B, c'est égal à la somme des travaux des forces de notre système. Et ainsi, à l'aide de ce théorème de l'énergie cinétique, en exprimant l'énergie cinétique en position A et en position B, on peut donc déterminer comme ça la vitesse de notre système. Ok? Voilà. Alors, du coup, application concrète, c'est tout simplement un accélérateur linéaire de particules. En effet, donc, on va prendre une particule de charge électrique Q qui va être placée dans un accélérateur linéaire de particules. Ok? Donc, cette particule, elle va être accélérée, et cette accélération, donc, elle va être due à la force, due à un champ électrique uniforme qui est convenablement orienté. Ok? Donc, orienté dans le bon sens. Et ainsi, donc, le travail de la force électrique F entre les positions A et B, comme vous pouvez voir sur mon petit schéma là, ce sera égal à F scalaire AB, ok? Ce qui veut dire, si je remplace, dans ce cas-là, ce sera F fois B fois cosinus de l'angle orienté entre les vecteurs F et AB. Comme ici, tout simplement, F et AB, ils sont orientés, ils sont collinéaires et de même sens, on va donc avoir la chose suivante, on va donc avoir travail de la force entre A et B qui est égal à F fois AB, ok? Plus qu'ici, F et AB collinéaires de même sens, donc ça veut dire que là l'angle il vaut 0, donc cosinus de 0 ça fait 1. D'où travail de la force entre A et B égale F fois AB. AB ici, donc si je regarde mon petit schéma, ça vaut la distance D, et F donc c'est Q fois E, ou bien Q fois la tension donc entre les positions A et B divisé par D. Ainsi donc si je remplace, j'obtiens que tout simplement le travail de la force entre les positions A et B c'est donc F scalaire AB, ou bien Q fois la tension divisé par D fois D, donc qui veut dire le travail de la force entre A et B, c'est Q fois AB, ok? Donc le travail de la force, concrètement, il va dépendre de la charge et donc de la tension que l'on va avoir. Et donc là, pareil, pour qu'on puisse accélérer, ok, pour que la particule puisse être accélérée, on va essayer de faire en sorte que le signe de la tension qui soit appliqué soit du même signe que la charge, afin que tout simplement la particule puisse être accélérée et que les deux soient orientés dans le même sens. Ok, qu'il y ait une valeur positive en fait. Parce que oui, du coup, concrètement, pour que le travail soit pleinement efficace, il faut que l'angle entre la force donc électrique et la force tout simplement et nos distances, il faut que l'angle entre les deux il soit le plus petit possible, ok? Afin donc tout simplement d'obtenir un cosinus qui égale 1 et donc une plus grande valeur du travail et donc une plus grande énergie libérée, ok? Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a un angle de 0 et donc un travail qui va... Et ici dans ce cas de figure, le travail il dépend juste de la charge et de la tension. Et c'est pour ça d'ici un accélérateur linéaire des particules, il est fait juste pour accélérer linéairement des particules. Comme ça, au moins, on a un travail, donc une énergie plus importante qui sont libérées.
et donc on va beaucoup plus vite. Ça, c'est première chose. Cette accélération, donc, il faut que vous ayez conscience que la direction, c'est celle de la direction, donc, pour est la même que celle de l'accélérateur. Le sens, donc, c'est celui de l'entrée vers la sortie de la charge électrique, c'est les positifs, et ce sera le sens contraire, c'est la charge négative, ok? Donc, ce sera de la sortie vers l'entrée, ok? C'est la charge négative. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc là, je pense qu'on a fait le tour sur ce chapitre. Donc là, vous avez à peu près tous les éléments de cours qu'il vous faut. Après, donc ça sera vous. Après, donc faudra qu'on fasse des exos et puis normalement tout va aller. Ok. Donc là, c'est un chapitre. Je vous préviens tout de suite, on va faire beaucoup d'exos type bac. Il faudra vraiment bien s'entraîner, être rigoureux et puis normalement tout ira bien. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon reste temps en mathématiques et en sciences.